Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Sciences Humaines. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le chercheur en sciences de l'éducation Éric de Barbieux qui vient de publier Zéro pointé, une histoire politique de la violence à l'école. Le chercheur est un spécialiste de la question du climat scolaire en France et à l'international. La question qui se pose dans ce livre et dont on a discuté avec lui, c'est est-ce que l'éducation nationale a échoué à empêcher les violences scolaires? Vous allez le voir, il dresse un bilan assez mitigé des politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant et surtout, il s'inquiète des évolutions récentes et notamment du fait que l'école a de plus en plus de mal à gérer les troubles du comportement. Il nous a gentiment autorisé à diffuser l'entretien en visio que j'ai réalisé avec lui. Pendant ce temps, je suis en train de faire mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je prends des notes, mais le plus important est de l'écouter lui. Bon visionnage. Ça va pour moi. Alors allons-y, j'attaque ma première question. J'avais envie de commencer par une citation que j'ai trouvée dans votre livre. Votre livre, là voilà, Zéro pointé, une histoire politique de la violence à l'école. Et donc vous nous dites que quelqu'un vous dit à un moment, un collègue sociologue, tu ne feras pas ta carrière sur la violence à l'école. Aujourd'hui pourtant, voilà, vous êtes reconnu comme expert du climat et de la violence scolaire en France en tout cas, même à l'international d'ailleurs. D'où vient votre intérêt pour la question et qu'est-ce qui vous a fait tenir finalement malgré cette prophétie de votre collègue? Oui, un collègue célèbre d'ailleurs, mais bon, je ne m'oucharderai pas. Euh, Bien connu dans Sciences Humaines. Écoutez, c'est très simple, hein. Moi, j'ai une carrière de praticien, je dirais, avant d'avoir une carrière d'universitaire. J'ai été éducateur spécialisé à Roubaix, hein, dans le Nord, d'où je suis originaire, mais également instituteur spécialisé auprès de jeunes, on dirait en difficultés diverses, soit en institut médico-pédagogique, soit en ce qu'on appelait à l'époque les sections d'enseignement spécialisé, ce que les gosses eux-mêmes disaient, mais c'est les sections d'enfants sauvages, vous voyez, c'était assez curieux. Et donc, bon, ben oui, la violence a été pour moi une question vive, de pratique. Donc, plutôt que de me laisser submerger par elle, mais aussi par ma propre violence, quelque part, hein, parce que bon, il y a des fois, les gosses, alors je le dis très, vous voyez, brutalement, si j'ose dire, j'avais envie de les claquer. Je ne le faisais pas, rassurez-vous. Mais donc, ben, il fallait comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. D'abord comme praticien, avec des collègues, des copains, des camarades du mouvement Freinet, avec qui je suis d'ailleurs encore en relation, mais également, donc, progressivement, d'un point de vue un peu plus élargi, donc une fois que je suis devenu maître de conférence, plus professeur à l'université de Bordeaux d'abord, puis à l'université de Créteil. Donc c'est vraiment une question de, bon, bah oui, bah, comment on fait? Alors il est vrai que ce nouveau livre n'est pas sur le comment on fait, hein. J'en ai publié beaucoup, je ne sais plus combien, mais enfin avec traduction, on en est à plus de 20 de toute manière. Donc entre autres des bouquins de pédagogie, mais celui-là, c'est vraiment plutôt, bon, bah oui, mais comment on fait politiquement aussi? Et puis bon, effectivement, reprécision par rapport à ce que vous dites, si j'ai continué, c'est aussi parce qu'on me l'a demandé, très concrètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais publié un premier livre de pédagogue sur la violence dans la classe, c'était en 89, je crois, ou 90, bah, le terrain est venu, m'a demandé, bon, vous qui avez écrit un livre sur, comment vous pouvez nous aider? Et c'est encore le cas. Moi, je suis retraité maintenant depuis 7 ans, je crois. J'ai encore des demandes d'intervention de terrain auxquelles je réponds plus ou moins. Je tiens quand même à laisser la place aux jeunes. Donc vous allez encore sur le terrain aujourd'hui, ça vous arrive? Oui, oui, bien sûr, y compris, bon, par exemple, il y a au lycée Gambetta, dans la ville de notre ami Moussa Darmanin, j'ai eu l'occasion de faire toute une intervention, toute une après-midi sur le sexisme. Donc, par exemple, les violences sexistes à l'école, dans ce lycée, qui se trouve-t-il, avait été le lycée où moi j'avais été élève 60 ans auparavant. Ça m'a fait D'accord. très plaisir. Et alors, vous dites, donc là pour parler un petit peu de violence à l'école, pour les gens qui ne seraient pas familiers de la question, malgré tous les livres que vous avez écrits sur le sujet, pour vous, la violence à l'école, c'est d'abord une question, historiquement, que personne ne se pose en fait. C'est pas une question politique, c'est même pas une question que les gens se posent vraiment. Une question aussi, vous dites que personne ne veut voir. Comment vous retraceriez l'évolution de notre regard politique, mais aussi social en général, sur la violence à l'école? Sur la violence à l'école et la violence en général, je dirais, la violence en éducation en tout cas. Si vous voulez, c'est un petit peu, comment dirais-je,
d'abord une violence acceptée quelque part, hein, acceptée, ritualisée, la violence du chahut. Alors bon, j'ai écrit beaucoup de choses sur l'histoire de la violence à l'école ou même l'histoire de la violence en éducation depuis l'Antiquité grecque. Bon, ma formation, je suis philosophe je suis philosophe antiquisant. J'ai fait une thèse sur la folie chez Platon, pour tout vous dire. Comme quoi on pouvait aussi faire autre chose que la violence à l'école. Mais donc, dans le plus récent, ce qui est l'histoire même racontée dans ce livre, c'est vrai que c'est d'abord le phénomène du chahut dans les années 60, qui avait bien été étudié par Jacques Testanière, un de mes collègues d'ailleurs, qui était pion dans le lycée où j'étais moi-même chahuteur. Bon. Et qui montrait, et j'en ai honte maintenant, à quel point il y avait une vraie violence contre le professeur qui était chahuté. Il y avait quelque part un bouc émissaire, un, deux profs, qui en prenaient plein la figure, mais parce qu'on était dans un lycée de l'entre-soi de classes plus favorisées, et où, pour faire cet entre-soi, ben, il fallait de temps en temps un petit peu faire des sas de décompression, c'est-à-dire du chahut qui permettait au groupe de se créer comme groupe et comme groupe dominant quelque part. Et ce qu'on oubliait, c'est que les professeurs qui étaient un peu sacrifiés à cet ordre social étaient victimes d'une véritable violence et quelquefois une violence que je raconte d'ailleurs dans ce livre. Ensuite, il y a eu des changements qui ont été liés à une volonté, volonté politique d'ailleurs, qui était aussi une volonté gaulliste à l'époque, de créer de créer un lycée qui soit plus ouvert à tous et qui va voir arriver de nouveaux publics dans les établissements scolaires, qui avait pour, comment dirais-je, pour voie d'excellence plutôt les humanités classiques que ce qui va devenir le lycée professionnel. Et ces nouveaux publics vont pas toujours trouver, je dirais, une véritable démocratisation pédagogique. Donc, vont commencer à contester l'ordre, alors quelquefois d'une manière qu'on peut penser politique, et d'une autre manière, c'est pas Robin des Bois, c'est pas, il faut pas être romantique avec ça. Simplement, c'est plutôt donc une perte de sens qui était nécessaire, hein, une perte du sens élitiste, mais élitiste social, élitiste non républicain en fait, hein, du lycée d'avant les années 60, je dirais, et donc cette violence qui va devenir une violence antiscolaire, comme le dit François Dubé, par exemple, dans un article classique maintenant en 93. Donc là, on a cette évolution qui va être lente, mais qui va être aussi une évolution liée à la massification ensuite, liée à l'irruption de ces nouveaux publics qui sont un peu en rupture avec l'ordre scolaire. Alors cette rupture n'est pas forcément de la violence, mais elle va être souvent ressentie comme de la violence. Et puis, bah oui, arrive donc aussi le chômage de masse, l'exclusion sociale, les problèmes d'exclusion urbaine, etc., qui sont tout à fait étudiés par les sociologues, qui vont évidemment avoir un impact aussi sur les établissements scolaires, sur la démographie scolaire, sur la ghettoisation de certains lieux dans et hors de l'école, et du coup va faire rendre visible aussi cette violence. Bon, violence qu'on veut étudier d'abord très longtemps comme violence venue uniquement de l'extérieur, et ça pour moi, je le répète, c'est une erreur, je le répéterai, c'est une erreur, mais qui va être confondue pendant les années 90 avec les violences urbaines, c'est-à-dire qu'on ne va pas la voir comme une violence spécifique, il faudra attendre un certain temps, les années 90, pour que surgisse l'intérêt pour une violence qui serait un peu spécifique au lieu scolaire. Et ça, je pense qu'on va en parler parce que c'est un petit peu aussi l'apport scientifique que j'ai pu avoir sur cette chose-là. Tout à fait, ouais, c'est l'objet d'une question ultérieure. Mais en tout cas, voilà, vous dites que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre que la violence vient aussi de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. Disons que moi, je ne suis pas, encore je le dis beaucoup dans ce bouquin, comment dirais-je, je ne suis pas un je suis un nous. Hein, c'est plein de chercheurs, c'est plein de collectifs d'enseignants aussi, de collectifs de mouvements pédagogiques qui commencent à faire monter des recherches, mais aussi des témoignages sur ce genre de choses. Mais effectivement, il y a une rupture claire qui va se faire sur le plan politique cette fois-ci, qui est liée à des manifestations de lycéens au début des années 90, manifestations de lycéens qui sont contre la violence dans les établissements scolaires
et pour plus de sécurité. Donc évidemment, là, il y a un choc et ça va être le début des politiques publiques et de toute la noria de plans anti-violence qui vont se développer donc dans les 20 années suivantes. Ok, oui, pour vous, c'est le coup d'envoi à ce moment-là, la plainte des lycéens, et donc, si je vous suis bien, dont se sont emparés ensuite les chercheurs et chercheuses. Est-ce que c'est aussi le moment où la recherche peut-être a eu un déclic? Ben, la recherche, la politique, les médias. Bon, la recherche a commencé avant. Hein. Je cite par exemple un chercheur disparu maintenant, qui est Jacques Pain, qui a fait beaucoup sur cette histoire-là. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Bon, là, on ne va pas relire certains passages de Bourdieu, relire certains passages de Gagnon, etc. Bon, mais il est vrai que là, euh, la puissance publique, on dira, commence à s'y intéresser par la force des choses. Parce que dès qu'il y a un fait divers, et ça ne va pas lâcher l'actualité, ça ne l'a jamais lâché depuis. Hein. Donc, dès qu'il y a un fait divers un peu rude, on va dire, bon, alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes laxiste, on va le dire encore plus quand ça sera à la gauche, on se heurte à toutes des vieilles stéréotypes qui ressurgissent sur l'ensauvagement de la jeunesse, etc. Mais ça, c'est tout le temps, si vous voulez. Et du coup, fait divers, réaction des médias, réaction des politiques, nouveau plan. En même temps, il commencera à y avoir un souhait de comprendre, et en particulier un souhait de répondre à la question sempiternelle que vous allez certainement me poser, vous aussi. Alors, ça augmente? Bon, et bien sûr, il faut le mesurer. La mesure va être, je crois, un des grands combats en réalité scientifiques des années 90. La mesure, c'est aussi la définition. C'est-à-dire on mesure, mais on mesure quoi? C'est quoi la violence à l'école? Hein, et comment on la mesure? Et là, c'est vrai qu'il va falloir attendre 93-94 en réalité pour qu'un premier appel d'offres, oh, c'est jamais très très important, hein, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, et ça le sera de moins en moins. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il y avait un milliard de moins pour les universités dans le nouveau budget, c'est pas mal. Donc, pour qu'il y ait un premier appel d'offres qui surgisse pour tenter de mieux comprendre. Moi, je n'avais pas attendu. Hein, avec des équipes, j'étais jeune, maître de conférences, des équipes de passionnés qui sont devenus pour certains d'ailleurs beaucoup maîtres de conférences eux-mêmes. Donc, on a été sur le terrain, on a fait beaucoup de choses. On a fait passer, imaginez, 14 000 questionnaires dans des dizaines d'établissements en France avec 0 centime. Bon. Alors, on a pu un peu compléter quand on a eu effectivement cet appel d'offres auquel on a été accepté. Bon. Mais c'est donc, vous voyez, ça peut paraître, comment dirais-je, ancien maintenant. Non, ça, en gros 20 ans. Ok, très bien, merci pour cet historique. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire et qui est, je trouve, très intéressant, qui est que vous n'êtes... Bon, votre expérience est partie du terrain, vous êtes devenu chercheur, mais en même temps, en devenant chercheur, vous êtes resté en contact avec le terrain en permanence. Donc là, vous nous parliez de cette expérience des 14 000 questionnaires que vous avez fait passer sur le terrain. Pardon. Comment ça s'est passé, cette interaction avec le terrain? Est-ce que pour vous c'était indispensable et comment l'interaction avec la recherche s'est articulée pour vous? Honnêtement, comment vous dirais-je? Moi, juste avant de devenir chercheur, bon, c'était super. Hein. Alors là, j'étais encore instituteur. Bon, moi, je dis toujours instituteur, un professeur des écoles, j'aime pas. Bon, et bon, quand on vient me chercher, parce qu'on vient me chercher. Bon, c'est encore, je me rappelle très bien, un collège bordelais, hein, donc en éducation prioritaire, qui avait rencontré des problèmes de violence. Bon, je ne le raconte pas, et qui donc me dit bon ben venez m'aider à comprendre. Et pour moi, c'était génial parce que ça me posait une nouvelle question. J'avais des réponses. J'avais des réponses dans les classes spécialisées avec des enfants qui étaient tous des enfants difficiles ou en difficulté, hein, et avec donc une pédagogie particulière qui était la pédagogie coopérative, que je ne renie certainement pas. Mais quand on me demande dans un collège d'intervenir avec des enseignants qui ne veulent absolument pas entendre parler de pédagogie coopérative,
Puis ils ne veulent pas entendre trop parler des élèves difficiles ou en difficulté, qui aimeraient bien que le CPE soit au fond de la classe. Ça, c'était des premières réactions dans le premier collège que j'ai fait. Il faudrait qu'il y ait un CPE au fond de la classe qui punirait les élèves qui ne nous écoutent pas. Bon, je l'ai publié ça dans un de mes tout premiers livres d'ailleurs, en 96. Bon, et donc comment on fait? Mais ça, c'est une vraie question tout à fait passionnante. Bon, je ne vais pas leur dire, mais faites de la pédagogie freinée, ça ira mieux, parce que d'abord, c'est pas vrai. Hein. C'est différent dans une équipe, c'est différent dans un collège, et puis les gens peuvent avoir un sens du métier vraiment extrêmement différent. Donc, pour ça, il fallait effectivement être en mesure d'être un peu un médiateur dans des équipes dont je me rends très très vite compte que cette question de la violence, c'est pas qu'une question de la violence des élèves vis-à-vis des autres élèves ou des professeurs. C'est une question aussi de conflits d'équipes c'est une des thèses de mon livre, à prouver parce que là il y a une recherche récente, des recherches récentes avec des échantillons très importants qui le montrent. Mais immédiatement, ça va me paraître être quelque chose de très important. Conflit d'équipe, conflit entre adultes. Et pour ça, il fallait aussi bien comprendre ce qui se passait. D'où, mais alors, on entend les adultes qui se plaignent tout le temps et qui se plaignent entre eux. D'accord. Et qui disent, oui, mais toi, il y a de la violence pour toi. Ah non, non, moi, j'ai pas de violence parce que moi, je suis un adulte sérieux. Toi, tu es un laxiste, etc. Enfin, toutes les caricatures possibles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, en fait, avec un vieux collègue, Yves Montoya, qui était mon premier thésard, qui vient de mourir, là, à l'instant, il y a quelques semaines, malheureusement, d'un cancer rapide. Bon. Et on a créé donc une méthode, l'enquête de victimation et de climat scolaire, donc pour recueillir l'avis de tous les élèves. On fait en même temps des groupes de médiation, des groupes qu'on avait d'ailleurs construits pour certains avec François Dubé à l'époque, des groupes auprès des élèves comme des personnels, mais on s'est dit, il nous faut le point de vue de tous, le point de vue de la majorité silencieuse. C'est pour ça qu'on a mis en place des questionnaires auxquels on ne croyait pas au départ, hein, mais ce n'était pas notre spécialité, mais qui est devenu un outil qui est maintenant utilisé très largement d'ailleurs. Bon, pour le meilleur et pour le pire quelquefois. Mais l'idée, c'était à chaque fois de restituer ces enquêtes au terrain, d'essayer de réfléchir avec les personnels sur ce qu'ils pouvaient faire. Il y a des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Hein, c'est aussi du tâtonnement. Il y a des fois où on est sorti de là avec une impression de découragement, des fois où les gens disent mais votre intervention n'a servi à rien. On n'est pas des euros, il n'y a pas de méthode miracle. Simplement, ce sont des tentatives pour comprendre en aidant. Alors, effectivement, de toute manière, égoïstement, ça n'a toujours servi à comprendre, à mesurer, à aider. On a essayé, quelquefois. Ça m'arrive encore. Mhm. Oui, c'est ce que vous disiez au début. Alors, du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus sur ce problème que vous avez cité, qui, je trouve, est quand même très intéressant parce que la violence en milieu scolaire, et non pas seulement la violence scolaire, vous précisez que c'est important de faire la distinction dans le livre, donc la violence en milieu scolaire, c'est souvent présenté comme un problème lié au comportement des élèves, voire même parfois aux problèmes familiaux en dehors de l'école. Mais c'est rarement présenté comme un problème de relation entre adultes, entre personnel encadrant, entre professeurs. Et vous soulignez bien ça dans votre livre, mais vous dites que voilà, il y a des recherches qui étayent tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, y a plusieurs liens, si vous voulez. Bon. Le premier lien est très étudié dans la littérature internationale. Je fais souvent référence aux travaux de Denise Gottfredson, qui pour moi est certainement la meilleure chercheure nord-américaine sur les questions de violence à l'école. Il faut dire qu'ils se sont basés, je pense que ça va changer aussi actuellement, vous voyez, sur des échantillons interrogés de à peu près 300 000 personnes chaque année, hein, que ce soit des parents, des membres du staff, du personnel, que ce soit des élèves. Bon, et ce depuis 78. Donc vous imaginez la puissance statistique. Et elle a montré très clairement que le premier facteur de risque sur la violence à l'école, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les personnels, c'est l'instabilité des équipes éducatives et la qualité de ces équipes liée, entre autres, et ça c'est plutôt mes travaux, à la conflictualité des équipes. Des équipes qui se bouffent le nez ne peuvent pas prendre en charge les problèmes de violence. Hein. Et il y a un repli
dans la classe, il y a un repli dans son lieu, ce qui fait que les lieux collectifs sont des lieux qui sont quelque part un peu hors la loi. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle le mécanisme de l'incivilité. Hein, ce n'est pas les incivilités, c'est l'incivilité. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à dire. Après, c'est vrai que les derniers travaux que j'ai pu faire, mais ce n'est pas les premiers, montrent l'importance des violences entre adultes eux-mêmes. Vous savez, je me rappelle, c'était il y a fort longtemps, quand Claude Bartholone était encore le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. On appelait ça encore Conseil général et pas départemental. Donc on est début des années 2000 à peu près. Bon. J'avais déjà ces résultats-là. Il m'avait demandé de faire une enquête sur donc un certain nombre de collèges de la Seine-Saint-Denis. Et là, à ma grande surprise, je ne m'en doutais pas à ce point-là à l'époque, j'avais pu quantifier l'importance de ces conflits, l'importance du lien entre ces conflits en équipe, de la qualité des équipes, des relations entre adultes et les agressions subies par les élèves et entre élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un parallélisme. Plus les adultes sont en difficulté entre eux, plus les élèves sont en difficulté entre eux. Évidemment, on est dans une boucle rétroactive. Bon. Mais je m'attendais à me faire écharper en rendant ces résultats dans une réunion au conseil général avec les syndicats d'enseignants. Eh bien, pas du tout. La réaction, ça a été enfin, on le dit. 26 ans après, 25 ans après, je refais paraître donc un bouquin qui commence par l'importance de l'aggravation de cette situation-là. Hein. Et effectivement, on voit par exemple monter une aggravation des conflits entre les directions et les enseignants, dans les deux sens. C'est-à-dire une aggravation, par exemple, dans le second degré, du nombre de personnels qui se disent harcelés, mais harcelés par qui? Dans leur grande majorité, par d'autres membres du personnel. Pour caricaturer, mais c'est la réalité malheureusement, les enseignants se plaignent d'être harcelés par la hiérarchie proche, en particulier le principal ou le proviseur, les personnels de direction d'être harcelés par les enseignants. Il y a aussi une part par d'autres adultes que sont les parents, mais qui ne sont pas ceux qui sont majoritairement mis comme ceux qui harcèlent. Vous voyez? Donc oui, il y a des conflits avec les parents, mais est-ce qu'ils ne cachent pas aussi quelque part des conflits généraux entre adultes? Et derrière ça, il y a la partie plus politique, et je veux la dire en même temps. C'est-à-dire que ce que relève aussi, alors je ne suis pas le seul à le faire, hein, et je ne suis pas le seul à le faire, y compris dans le monde, dans la société globale, hein, de méfiance du politique. Il y a encore un rapport qui est paru ce matin là-dessus. Bon. Mais la méfiance incroyable contre la haute hiérarchie et contre le personnel politique à la tête du ministère de l'Éducation nationale rend les choses extrêmement complexes. 74% des membres du personnel du primaire, 78% du second degré, bon, les chiffres, je les cite de mémoire, mais je pense qu'ils sont bons ceux-là, disent qu'ils ne se sentent pas soutenus, voire méprisés par la haute hiérarchie de l'éducation nationale et par le ministre. J'ai des centaines de pages que je livre à qui les veut d'ailleurs, hein, de verbatim qui décrivent ce sentiment de mépris donc par ces milliers d'enseignants et de personnels que j'ai interrogés. Eh ben, c'est un peu la même chose. Comment voulez-vous, si on pense climat scolaire, bon climat scolaire égale diminution de la violence? Bonne entente d'équipe fait partie du climat scolaire. Ce n'est pas que le bien-être des élèves, c'est aussi celui des personnels, par exemple. Bonne entente d'équipe égale diminution de la violence, ou facteur de protection, on dira, tout au moins. Mais c'est vrai aussi au niveau global. Je raconte dans mon livre à la fois cette méfiance pour le personnel politique, mais quelquefois aussi combien au ministère lui-même, les conflits au sein de la DGESCO, les conflits au sein des cabinets ministériels ont un impact direct sur les politiques publiques. Comment voulez-vous mettre en place une politique publique efficace dans une telle déréliction professionnelle, une telle conflictualité entre adultes? Et derrière cette conflictualité, dernière conflictualité entre adultes que je veux absolument souligner, et c'est l'objet même de ce livre et de sa conclusion, la conflictualité sociétale globale. J'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement à l'école. Je sais très bien que le harcèlement à l'école est un phénomène beaucoup de groupes, et de groupes où des individus se font groupe
contre un individu qui est considéré comme un autre. Hein. C'est-à-dire concrètement, nous, on est les mâles blancs hétérosexuels et toi, t'es qu'un PD. Ou trop populaire, trop belle, trop féminine, trop bon élève, trop mauvais élève, handicapé. Vert à pois rouge, peu importe. Mais c'est nous contre lui ou contre elle, ou contre elle d'ailleurs. Bon. Dans une société qui, de plus en plus, met en avant le racisme, la xénophobie, la transphobie. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, dans comment dire, un prurit répressif, anti-éducatif, regardez la loi que propose Attal, donc aujourd'hui, au Parlement, contre la justice des mineurs. Je dis contre et non pas pour. Hein. Ben évidemment que ça a des répercussions dans les cours de récréation. Évidemment, quand un gosse entend ses parents, entend Hanouna, la presse Bolloré ou l'Internet de l'ON dire celui-là, ce musulman, ce juif, ce PD, ce trans, etc., voilà l'ennemi, eh bien évidemment que c'est désigné dans la cour de récréation. Tiens, juste une petite anecdote là. En ce moment, je suis en train de lire, c'était mon cadeau d'anniversaire, tous les tomes de l'Arabe du futur. Regardez ce qui se passe dans la cour de récréation en Syrie, dans l'Arabe du futur. C'est il suffit qu'il soit blond, donc il est juif. Vous voyez c'est exactement le même phénomène en France. C'est exactement le même phénomène. Alors là, oui, alors que j'avais décidé de laisser la parole, si vous voulez. J'avais pas envie de remonter sur mon grand cheval, mais là, j'ai dit non, stop. Il fallait quand même que je dise un certain nombre de choses. Apparemment, ça plaît pas mal. Pas partout, vous le devinez bien, mais j'ai jamais eu autant de messages, de gens qui disent mais qu'est-ce qu'on est content que vous disiez ce que nous, on n'ose pas dire. Mais oui, mais je le disais avant. On me dit, mais c'est pas que vous êtes à la retraite. Ben non, je le disais déjà avant. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, je nomme effectivement quelquefois des responsables. Alors, je voulais aussi vous demander, parce que là, donc, on a pointé les adultes, mais vous dites que, bon, c'est pas le seul problème dans la violence à l'école, donc vous dites notamment qu'elle n'augmente pas tant que ça, mais qu'il y a un phénomène, alors que moi j'ai relevé dans le livre, vous allez me dire si j'ai bien fait de le relever, peut-être que c'est juste anecdotique, mais vous pointez quand même le fait que l'institution a de plus en plus de mal à gérer des enfants qui sont dits en grande difficulté comportementale. Est-ce Oui, qu'il y a là-dessus une évolution, peut-être un peu plus que dans la violence en général, qui, du coup, on peut le dire maintenant, n'a pas forcément beaucoup évolué? oui, en fait, effectivement, hein, les enquêtes de victimation, les miennes, celles maintenant qui sont celles des ministères, montrent une vraie stabilité. Hein. Mais quand même une petite aggravation, une véritable aggravation récente. Se confirmera-t-elle? J'en ai peur. C'est pour ça que j'ai écrit L'avenir de la violence à l'école, sur tout ce qui est justement racisme, xénophobie, théorie du complot, etc. Bon. Mais un des phénomènes qui est vraiment préoccupant, c'est la difficulté de l'école primaire, et je dis bien de l'école primaire, par rapport à des enfants qui sont, comment dirais-je, à troubles de comportement, on les appellera comme ça. Bon. Et en lien avec l'école inclusive. Bon. Ça ne veut pas dire, et je n'assimile surtout pas handicap et violence, rappelons-nous qu'être handicapé, c'est plutôt un facteur de risque d'être agressé que d'être agresseur. Il faut être clair. Bon. Mais il n'empêche que euh, dans le discours des personnels du primaire, c'est d'ailleurs le seul tableau que je mets dans ce livre où je n'ai pas voulu abuser des tableaux, justement, je voulais qu'ils soient lisibles au maximum. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Mais on voit une augmentation assez incroyable. Dans 3 enquêtes passées, donc à presque 15 ans d'intervalle, en 2010, 2011, 2017 et 2023, je crois, ou 2024, oui, 2023-24, du nombre d'enseignants qui disent avoir des problèmes fréquents ou très fréquents avec des enfants à troubles de comportement. On passe d'une moyenne d'environ 40% à maintenant plus de 70%. Ça, je le disais déjà en 2017 dans un livre qui s'appelait Ne tirez pas sur l'école. Je disais, mais c'est vraiment un cri de désespoir qui est poussé par les enseignants sur ce problème-là. En 2017, ils étaient plutôt, mais aidez-nous.
hein, aidez-nous, et disant déjà, bon, c'est bien gentil, ce qu'on appelait donc les ASH, les AESH maintenant, etc. Mais bon, ce sont des personnels qui sont précaires, pas formés, mal payés, donc c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Bon. Là, en 2023, les réponses qui sont faites sont beaucoup plus dures. C'est effectivement, aidez-nous, pour presque une moitié, mais 52% disent il faut les éjecter, il faut les mettre dans des centres spécialisés. Ça ne sera pas fait. Il faut être clair, ça ne sera pas fait. Le prix de journée dans un centre spécialisé est tel sur le plan économique, j'en parle pour d'autres choses d'ailleurs sur les centres éducatifs fermés, c'est un autre problème, plus lié à la délinquance, mais qui est très intéressant, mais il n'empêche que oui, on va parvenir sur l'école inclusive, et c'est très bien. Les parents d'enfants handicapés eux-mêmes disent mais c'est pas suffisant ce qu'on fait, nos gosses ils sont là que quelques heures, on les aide que quelques heures, ça se passe pas bien. Bon. Je ne peux que poser ce problème comme un problème véritablement dramatique. Mais le cri de, encore une fois, je parle de désespoir chez un nombre d'enseignants incroyable du premier degré, me fait dire que là, on est dans un danger réel de maintien même de l'offre éducative dans le primaire. Je veux dire, pour jouer les vieux, je peux dire les vieux cons, mais les vieux passages. Allez, moi je me rappelle quand j'étais encore maître de conférence dans les années 90, encore même à la fin des années 90. Quand les étudiants que je formais, qui voulaient devenir professeurs des écoles, hein, postulaient de Bordeaux, ils savaient que pour obtenir un poste, il fallait qu'ils postulent dans l'Académie de Créteil ou dans celle de Versailles. D'accord? Ils avaient très peu de chances d'avoir un poste donc dans l'Académie de Bordeaux, où ils auraient préféré rester pour la plupart. Bon. Là, actuellement, à Versailles, à Créteil, bon, j'ai fait une mutation de l'Université de Bordeaux à l'Université de Créteil sur la fin de ma carrière. D'accord? C'est pas souvent dans ce sens-là que ça se fait, c'est vrai. Bon. Mais on n'a pas assez de candidats au concours dans cette académie-là, mais même à Bordeaux, même dans la quasi-totalité des académies. C'est dramatique. Peut-être que ça aidera sur le plan budgétaire à dire c'est pas la peine de supprimer les postes, ils suppriment eux-mêmes. Ce qui, évidemment, est une bêtise. Profitons-en, au contraire, pour avoir des enseignants surnuméraires dans les établissements scolaires, pour aider dans les classes, et non pas comme rééducateurs, comme psychologues, pour aider dans les classes les enseignants à gérer leur groupe. Ça, c'est plus intéressant. Et pour vous, donc, cette désaffection, alors, on dit toujours qu'il y a plusieurs facteurs, les Oui, bien salaires, sûr, etc. Mais bien pour vous, sûr. ça, c'en est un qui est important. Le fait d'avoir des enfants qui vont être ingérables, en tout cas très difficiles à gérer Alors, avec les conditions c'en est matérielles un, actuelles. c'en est un, peut-être effectivement au niveau de, comment dirais-je, des candidatures, mais je pense que c'est surtout un facteur par rapport au souhait de quitter le métier, par rapport au découragement, par rapport au sentiment d'impuissance personnelle. Quand j'ai près de 80% des personnels qui me répondent ne pas avoir été formés, d'accord, suffisamment bien, ça veut dire aussi que c'est 80% qui s'estiment pas compétents. Bien sûr que c'est une critique de fond sur la formation, sans aucun doute méritée, ou en grande partie, mais c'est aussi un, l'expression d'un sentiment d'impuissance qui est quand même assez dramatique. Vous savez, au ministère, on nous dit quelquefois, oui, oui, ben, il y a le problème, bien sûr, de la formation initiale, mais après, il y a le problème du stock. On parle du stock, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en poste. Et effectivement, quid de la formation continue, mais aussi quel type de formation, par qui, par des gens qui connaissent le terrain, ça serait déjà important, mais aussi par des gens qui sont capables de ne pas être dans le grand yaka, quoi. Et ça, c'est véritablement là extrêmement problématique. Oui, je comprends. Alors, là, j'aimerais passer un petit peu plus à la politique politicienne, on va dire, puisque vous avez été quand même pas mal impliqué, donc vous le racontez, dans les ministères, au ministère de l'Éducation nationale, vous avez, alors là je cite, mais vous allez me corriger encore une fois si je fais fausse route, mais vous constatez quand même dans les hautes sphères un désintérêt pour les questions scientifiques,
là c'est vous que je cite, et un certain intérêt plutôt pour le court-termisme, c'est-à-dire qu'on voit pas très loin, on voit voilà, à la limite un gouvernement plus loin, mais c'est tout, quoi. On voit pas ce qui va se passer après, ça n'intéresse pas. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà ce qui se passe un petit peu du côté du ministère? Alors, je dirais pas que c'est un désintérêt total pour le scientifique, hein, loin de là. Et je serais honnêtement de mauvaise foi de le dire, puisqu'au contraire, j'ai été tellement souvent appelé à la rescousse ou donc aidé quelquefois, par exemple dans l'organisation du premier colloque mondial qu'on a fait à l'UNESCO à Paris en 2001, que ce serait assez malvenu de ma part. Mais le problème, c'est que ça vient souvent d'un intérêt qui est né euh, assez tardivement. Je pense qu'un des tout premiers à véritablement s'être intéressé au point de vue scientifique, ça a été Claude Allègre, hein, pour être clair. Mais Allègre a tellement été, on dira, maladroit dans sa communication avec ses troupes que quelle que soit la qualité que je raconte et les défauts du programme qu'il tentait de mettre en place avec l'aide de gens avec qui j'ai d'ailleurs eu très très bonne relation, je pense à Feu Hussenet par exemple là-dessus, que bon, ça n'a pas suffi. Lang, bien sûr, a essayé de prendre ça en charge en aidant à organiser un colloque scientifique, etc. Mais il n'empêche que très souvent, la communication va l'emporter. Va l'emporter pourquoi? Et surtout depuis l'irruption du Web 2.0, vous voyez? C'est-à-dire l'irruption de la réponse immédiate, l'irruption de la réponse court-termiste. Certains ont essayé de faire différemment. Bon, prenons certains cas. Luc Châtel, par exemple. Luc Châtel, il est clair que dès le départ, il est dans le court-termisme. Il est dans le court-termisme et il est dans le court-termisme de Sarkozy, c'est-à-dire réponse musclée, équipe de sécurité, enfermement, tout ce que vous voulez. Ciotti à côté déjà, suppression des allocations familiales, discours martial, militaire, tout ce qu'on veut. Et puis bon, bah, il va se rendre compte que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus sur le plan politique parce que les gens en ont un peu marre du discours sarkozien, il faut bien le dire, qui nous resserre maintenant Retailleau, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Hein. Bon, il y a des moments où on se rend compte que c'est stupide. Bon. Et donc là, oui, effectivement, il va y avoir une tentative oui, d'informer les politiques publiques par la science. Ça va être donc, ben oui, les états généraux sur la sécurité à l'école, mais aussi des assises contre le harcèlement. Bon, politique qui va donner un certain nombre de choses, des vidéos, un numéro vert, des formations, et qui va être continuée, et ça c'est une période très courte, mais qui va être continuée par la gauche au pouvoir, c'est-à-dire par Payon et par en particulier Najat Vallaud-Belkacem, avec, et là j'y participerai d'ailleurs, la mise en place d'une délégation ministérielle. Et puis arrive Blanquer et tout ça est foutu en l'air. Hein. Il va trouver un autre programme miraculeux, dont on sait qu'il n'est pas miraculeux, hein, pour l'imposer partout, au point d'ailleurs que le terrain en a un peu marre de ça, et casser tout. C'est-à-dire que, par exemple, la délégation ministérielle que je dirige, donc c'est quand même un scientifique qui le dirige, bon, et que je quitte parce que je ne supporte plus la DGESCO et la bureaucratie au ministère, je n'ai pas été foutu dehors, je ne supportais plus la DGESCO. C'est comme ça. Bon, rassurez-vous, il ne me supportait plus non plus. Mais il n'empêche que bon, il y a eu cette continuité pendant quelques années. Mais cette continuité s'est cassée. Et puis, bon, Blanquer, il a une continuité. La sienne, qui est un discontinu avec l'autre, mais la sienne. Et puis arrive maintenant cette invraisemblable suite de ministres de l'Éducation, dont certains, il faut bien le dire, étaient particulièrement faibles. Et donc, la chose qui lasse le plus le terrain et qui, je pense, gêne le plus l'action publique, c'est-à-dire chaque ministre doit mettre sa patte et va faire sa réforme à lui. C'est ce que dit le terrain. La réformite, c'est vraiment la maladie sénile de l'éducation nationale. Mais bon, on en est là. Mais même ceux qui éventuellement seraient des ministres, qui essaieraient de faire quelque chose, vont eux-mêmes devenir prisonniers de cette espèce de climat
de rejet de ce climat autoritariste, de ce climat en réalité inefficace sur le plan de l'action, qui est cet autoritarisme. Et prenons l'exemple évidemment de Gabriel Attal, qui démarre avec des plans sur l'empathie. Je ne dis pas que c'est miraculeux hein, par rapport au harcèlement et qui termine par une loi, on dira, contre la jeunesse. Hein. C'est un petit peu tout ça que ce livre raconte de manière un peu plus précise. Je suis toujours embêté de répondre à des questions-là parce que j'ai fait ce livre justement pour ne pas avoir à répondre en 20 secondes à des questions du style vous avez donc racontez-moi en 20 secondes 60 ans de violence à l'école. Non, bien sûr, vous pouvez pas raconter ça en 20 secondes, c'est évident. Euh, Peut-être on C'est d'ailleurs peut... pour ça que j'interviens plus sur les télés. Je comprends. C'est très rapide. Mais on peut s'attarder un petit peu plus. J'aimerais que vous nous parliez d'un quelque chose que vous appelez, enfin, une sorte de moment harcèlement. En politique, il y a un moment où c'est la bascule. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le problème de la violence est un problème avant tout extérieur, un problème de discipline, un problème d'ordre. Et puis d'un seul coup, c'est le moment harcèlement, le moment où voilà, après, vous dites que ça vient quand même longtemps après les recherches sur le sujet, mais le politique s'empare du harcèlement et comprend que en fait la violence n'est pas forcément extérieure aux établissements et est quelque chose qui doit être prévenu. Donc il y a toute une politique de prévention, voilà, et d'intérêt aussi. Vous dites, ça c'est important, il y a un intérêt pour les victimes que on ne sentait pas trop avant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce moment-là? Oui, effectivement, c'est une bascule fondamentale. C'est-à-dire que, pour faire très vite, jusqu'en 2010-2011 à peu près, la vision de la violence à l'école est une vision d'une violence qui provient directement de l'extérieur. Je ne parle pas des causes, je parle de la manière dont elle se manifeste. C'est-à-dire qu'on voit des intrusions, en gros. Hein. On voit une école qui doit se protéger en se repliant sur elle-même, en ayant des gardiens, en ayant des grilles. Bon. Et en renforçant le partenariat avec la police et avec la justice. Je suis pour le partenariat avec la police et la justice. Je raconte aussi comment, en tant que délégué ministériel, j'ai mis en place, par exemple, des stages de formation de gestion de crise pour les chefs d'établissement, entre autres, à l'École nationale de la gendarmerie, au centre d'entraînement exactement, de la garde mobile à Saint-Astier. Donc, qu'on ne me traite pas d'islamo-gauchiste ou de laxiste, ce n'est pas la question. Mais ça n'est qu'une petite partie des phénomènes. En réalité, c'est 2,5%, d'après les chiffres même de l'éducation nationale, des violences graves qui proviennent, comme ça, par des intrusions extérieures. Tout en sachant d'ailleurs que les extérieurs sont rarement des inconnus. La plupart du temps, ce sont ou des membres de la famille, ou des élèves mal renvoyés, on dira. Et puis évidemment, il y a aussi la crise terroriste qui est encore autre chose. Bon. Mais l'essentiel de la violence à l'école, ce ne sont pas ces intrusions. Ce sont des violences tout à fait banales, tout à fait ordinaires, mais qui, quand elles se cumulent, ont des effets délétères qui ont été très étudiés à l'étranger, en particulier depuis fort longtemps, donc sur les victimes, mais aussi sur les témoins, mais aussi sur les agresseurs. Là, il y a beaucoup de recherches qui sont menées en France. Alors, j'ai cité Jacques Pain, je pourrais citer Catherine Blaillat en particulier sur les questions de cyberharcèlement maintenant, etc. Bon, moi, je ne suis pas l'inventeur de la chose. Simplement, une enquête que j'ai faite pour l'UNICEF a livré un chiffre qui a été utilisé par tout le monde, qui a été fortement médiatisé, mais je le raconte aussi, on ne va pas en reparler maintenant, mais à quel point j'ai su utiliser, ou j'ai voulu utiliser, les médias pour faire connaître ces résultats-là. Hein. Donc, le chiffre d'à peu près 10% d'élèves qui sont victimes à répétition, 6% à peu près, que je dirais victimes de harcèlement. Ces chiffres sont encore à peu près les mêmes qui sont utilisés et qui ont été confortés par certaines autres recherches. Bon. Et là, c'est un choc dans l'opinion, mais un choc aussi pour une raison qui est assez amusante quelque part. C'est qu'avant, oui, j'avais fait les états généraux de la sécurité à l'école, qui avait été un gros succès médiatique, qui avait été aussi un succès parce que, bon, il y avait une qualité des interventions de scientifiques à l'international qui était importante, venue du Québec, des États-Unis ou d'ailleurs. Bon, qui avait d'ailleurs été très apprécié par la presse. Le discours de Châtel, à la fin, étant devenu le discours Sarkozy, ce qui a déçu tout le monde, mais comment faire autrement? Bon. Mais du coup, bon, il y avait une confiance qui s'était créée. Donc là, effectivement, j'ai été trouver Luc Châtel en lui disant, écoutez, voilà,
Voilà mes résultats. Je sais qu'il y a une lettre aussi de praticiens, d'associatifs, de pédopsychiatres qui va vous arriver, hein, disant il faut que vous fassiez quelque chose. Donc prenez les devants. On va organiser les assises nationales contre le harcèlement. Ça s'est fait comme ça, tout simplement. Bon. Et ces assises se sont organisées, les premières politiques publiques ont eu lieu, et depuis, quoi qu'on en dise, il y a eu beaucoup de choses. Alors, si je dénonce une incohérence au niveau national, sur le terrain, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, pas partout, pas suffisamment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Pas à cause de ça, ça c'était un point de bascule, comme je le dis, mais ça a aussi été simplement la révélation d'un phénomène où tout le monde s'est dit, ben, oui, c'est bien sûr, mais qu'il y a plein d'autres choses. C'est pas par hasard si c'est le harcèlement au travail qui est mis à jour à la fin des années 90. C'est pas par hasard si un peu après c'est le mouvement MeToo. C'est pas par hasard si on se rend compte maintenant et si on ne supporte plus donc ces micro-violences qui auparavant étaient considérées comme banales. Regardez, simplement une chose. Une des composantes physiques du harcèlement, c'est la bagarre. Ce sont les coups qu'un petit garçon va donner à un autre petit garçon, par exemple. Pendant très longtemps, on a dit, mais c'est normal. Il faut bien qu'il devienne viril. Il faut qu'il se batte. Il faut qu'il apprenne à se battre. Sinon, c'est un faible. Sinon, c'est un pédé. Allez, on va dire les choses. Bon. Là derrière, il y a toute une idéologie. Il y a toute une dimension de l'idéologie patriarcale qui met en avant l'importance positive de la violence et de la violence physique. Donc il y a aussi toute cette évolution sociétale qui, celle-là, est plutôt intéressante, mais sur laquelle on voit un backlash, on le sait bien, extrêmement dramatique actuellement sur le plan mondial. Oui, alors, donc vous avez parlé rapidement, mais je voudrais revenir là-dessus, de certaines mesures qui ont été prises politiquement et qui semblent, en tout cas au regard de ce que vous en dites et des études que vous mentionnez, inefficaces. Je vous mentionnerai par exemple le fait de sanctuariser l'école, le fait aussi, on n'en a pas énormément parlé, mais de vouloir exclure les enfants violents ou de les regrouper entre cas difficiles, on va dire, en tout cas étiquetés comme ça. Il y a eu voilà, des mesures politiques qui ont été mauvaises. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, puis on parlera après de ce qui fonctionne, mais dans un premier temps ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, et puis peut-être, comme vous le faites dans le livre, le relier avec tout le discours politique qu'il y a derrière. Oui, écoutez, c'est pas difficile, hein. Euh, Prenons l'exemple, alors tout à fait classique, qui a été dit par tout le monde, à gauche comme à droite, hein. Bon, des militaires, la discipline militaire. Ségolène Royal, c'était dans ses propositions quand elle était candidate à la présidence. Bon, Sarkozy, bien sûr, qui au début se moque de Ségolène Royal d'ailleurs. Mais aussi, ben oui, plus récemment, Elisabeth Borne, quand elle était première ministre, Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation, etc. Bon, on pourrait faire une belle histoire. Il se trouve que ben, ça a été essayé. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte qu'il y a eu pendant plus de 20 ans un bon, je crois qu'il était colonel, gaulliste de cœur, gaulliste social, comme on disait, plein de bonne volonté, qui a essayé de mettre en place des camps, des stages pour des jeunes en grande difficulté. Et ben, ça a été évalué pour une fois. Ça a été évalué par la Cour des comptes, entre autres, hein, et ça a montré que ça n'avait aucune efficacité. Aucune. Que ça coûtait cher, ça n'avait aucune efficacité. Et les militaires eux-mêmes disaient, mais on ne sait pas faire, on n'en veut plus de ça. Donc, c'est ridicule. Bon, ça a d'ailleurs été évalué aussi, et ça va sur la deuxième chose de comment poser, sur, par exemple, ce qu'on appelle les boot camps aux États-Unis. Les boot camps, pareil, ces camps militaires, ils vont en chier, ces petits salopards. Hein, vous voyez, bon, regardez, Full Metal Jacket, tiens. Et les, les évaluations ont montré que ça ne servait à rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps un individu à qui ça va rendre service. D'accord? Ça ne veut pas dire non plus que le service militaire n'a pas été une institution intéressante dans l'histoire de la République française. Ce n'est pas la même chose que de recréer un service militaire pour civiliser ces braves petits sauvageons. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Ce n'est pas une négation de l'importance que peut avoir une armée républicaine. Ce n'est pas du tout la question. Simplement, ça ne fonctionne pas. Et les bootcamps ont montré que vous appreniez, vous augmentiez les compétences sociales
à faire délinquance. Vous augmentiez les compétences sociales à faire bande. Bon, mais c'est exactement la même chose pour les internats spécialisés, pour les classes spécialisées. Je faisais allusion tout à l'heure à Denise Gottfredson, cette chercheuse aux États-Unis qui a montré l'importance de la stabilité des équipes. Le deuxième facteur de risque pour elle, c'est l'excès de répression, le sentiment d'injustice dans la répression à l'école. Le troisième facteur de risque pour elle, c'est quoi? C'est quand même intéressant, c'est le regroupement des individus difficiles par exclusion interne ou externe. C'est de la criminologie de base. Bon, si vous mettez des individus difficiles ensemble, ben vous augmentez leur capacité à faire bande, bien sûr. Écoutez, il y a un dessin très drôle qui est paru dans le Canard enchaîné récemment à propos on va mettre tous les dealers ensemble, les organisateurs du trafic de deal, dans des prisons spécialisées. Bon, et là, le dessin, il est merveilleux, c'est les deux dealers qui se parlent en disant, alors quand est-ce qu'il ouvre cet open work, cet open space, pardon. Mais c'est exactement ça. N'importe quel. Allez, premier certificat de criminologie, quand on. Non, c'est vraiment incroyable. Bon. Je me rappelle aussi, puisque vous vouliez que je le relie aux politiques, rappelez-vous la mission Pandro sur la prison. Pandro, ce n'était pas un tendre, il faut s'en rappeler. Rappelez-vous l'affaire Malik Oussekine. Bon, eh ben, Pandro sort de la prison affolé en disant mais il faut la supprimer. Bon, ce qu'il n'a pas fait. Mission parlementaire, je rappelle, à la fin des années 90. Bon, non, ça, c'est vraiment ce genre de choses. Après, bon, l'internat, je ne suis pas contre l'idée d'internat. Un internat, ça peut être super utile quand il est souhaité. Quand ça devient une punition, non. Idem pour d'autres choses. Si on dévie un petit peu l'enseignement professionnel, si ça devient une punition pour les mauvais élèves, vous croyez que ça va être efficace? Etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre donc de presque du ridicule. Après, ce qui ne marche pas non plus, qui est un peu différent, c'est la transposition directe de programmes contre le harcèlement, par exemple, ou contre la violence, qui nous viennent, alors en général, d'Europe du Nord, soyons clairs. C'est ceux-là qui, donc, sont considérés comme les plus efficaces. Et du coup, ça a été le cas de Blanquer, on va faire confiance à un programme magique, en l'occurrence c'est la préoccupation partagée, qui donc traiterait soi-disant 80% des cas de harcèlement. Ça n'est pas vrai. Je le dis, je suis désolé d'avoir dû l'écrire, mais c'est tellement du bluff, c'est tellement faux. Bon, les méta-analyses, c'est-à-dire les évaluations les plus sérieuses, celles qui se basent, je pense à celle de Farrington, sur 20 000 articles évaluatifs, pardonnez-le peu quand même, c'est pas la mienne, d'accord, montrent que les meilleurs programmes, allez, c'est 15, 17, 20% de diminution. Donc c'est bien. Si ça diminue déjà de 15 ou 20%, c'est formidable. Mais il en reste 75 ou 80%, d'accord? Et c'est pas suffisant. D'autre part, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de la manière dont les équipes s'en emparent, ça va dépendre évidemment aussi de la manière dont les élèves eux-mêmes vont vivre ces programmes. Vous savez, là, par exemple, la fameuse mode sur comment on dirait, c'est la méthode de Palo Alto, les flèches qui vont être apprises donc à des jeunes victimes pour qu'ils puissent réagir. Moi, je suis surtout pas contre. Si on peut effectivement renforcer l'assertivité des victimes, c'est très bien. Mais si on pense, comme le dit l'autrice de cette méthode, que les adultes doivent surtout plus intervenir, c'est aux jeunes uniquement à le faire, mais c'est mettre toute la responsabilité du harcèlement sur le harcelé. C'est parce qu'il est trop faible. Or, je me rappelle d'un cas célèbre d'ailleurs, d'un gosse qui avait un papa qui lui disait sois fort, sois fort. Du coup, il n'osait pas dire qu'il était harcelé. Il a fini par envoyer comme message une immolation par le feu dans la cour de son collège. D'accord. Donc là-dessus, ce sont des effets pervers qu'il faut aussi avoir. Il n'y a pas de programme miracle. Et de plus, quelque part, ça déresponsabilise les adultes qui doivent être extrêmement présents. Ils ne peuvent pas tout faire.
ils doivent aider les élèves à aider les élèves, c'est vrai, mais les adultes ont une part très importante et dans la production de violence, c'est le cas de la politique actuelle, hein, et dans la protection des élèves, et de même, par non pas forcément un programme magique qui n'aura qu'une efficacité restreinte, mais je dirais, moi, une prévention indirecte qui tient à des choses qui ne sont pas forcément à la, comment dirais-je, à l'échelle du problème. Le problème est majeur, mais il peut y avoir des effets leviers, des choses à faire qui sont triviales, mais qui montrent qu'on fait attention aux élèves, qui montrent qu'on fait attention à leur bien-être corporel. Je cite souvent l'exemple des toilettes, quand 80% des jeunes filles en France ne vont jamais aux toilettes et que c'est une cause majeure de santé publique à cause des vulvites que ça peut générer par la suite et pour des années, eh bien là, il y a là un levier parmi d'autres, parmi tant d'autres. Bon. Mais c'est beaucoup plus, moi, cette chose qui m'importe. Bon, ça, ce sont des choses qu'on peut faire sur le terrain. Mais il n'empêche que par derrière, quoi qu'il en soit de ces solutions, de ces leviers, de ces programmes, la question politique doit être posée majoritairement. Désolé, mais quand on dit c'est la faute à l'ensauvagement de la jeunesse, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est quelque chose qui est uniquement du claquement de doigts et du petit doigt sur sur la couture du pantalon. C'est grotesque. Bon, ce sont des stéréotypes qui sont des stéréotypes anti-jeunes, bon, qui me semblent extrêmement dangereux. Je ne veux pas dire qu'il faut être laxiste avec les jeunes qui outrepassent. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les juges et les enfants. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler avec la police, bien sûr. Mais voir l'ensemble de ça uniquement par le blé du il n'y a qu'à mettre des flics et tout ira bien, c'est dangereux pour les jeunes, mais c'est aussi dangereux pour la police. Moi, je suis très choqué quand j'entends le discours sur la police qui, malheureusement, quelquefois s'y conforme. Il faut bien le dire, certains s'y conforment. L'évolution du syndicalisme policier, par exemple, est très préoccupant, on le sait. Bon. Mais où c'est en gros un policier, ses petites têtes, gros bâtons, et tout ira bien, je suis désolé, mais ça ne va pas. Récemment, je parlais d'ailleurs avec un syndicaliste. Bon, et oui, il y en a encore de gauche dans la police qui était mort de rire sur cette expression, qui me disait c'est exactement ça. Alors peut-être pour terminer sur cette Oui, ce que question j'allais des... dire, parce qu'on a 2 minutes. Hein. Allez, 5, mais pas plus. Ok, bon bah très bien. Donc ça tombe bien, c'est ma dernière question. On a parlé de ce qui ne fonctionnait pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du coup de ce qui peut fonctionner, des pistes que vous avez vues? Alors vous en parlez un petit peu de ce qui marche même au ministère de l'Éducation nationale, hein, tout ne dysfonctionne pas. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes à ce niveau-là? Ben, si vous voulez, le problème, c'est que on connaît les pistes, les grandes directions. Hein. Les grandes directions sont des directions d'abord sur le terrain lui-même, parce que qu'on le veuille ou non, c'est sur le terrain que ça se règle. Hein. C'est pas au ministère. Bon, sur le terrain, j'ai beaucoup préconisé l'approche climat scolaire, c'est-à-dire une approche globale, une approche où on veille à la fois au bien-être de l'équipe, à la communication dans l'équipe, à la qualité du leadership, etc., etc. Bon, tout ça est bien connu. Où on veille particulièrement aussi à avoir une discipline et un système, par exemple, répressif scolaire qui soit cohérent et appliqué par tous. Quand je dis appliqué par tous, ça veut dire que ce ne soit pas le fait du prince. Bon. Et qu'il ne soit pas non plus répétitif, parce que plus vous répétez la punition sur un individu, plus l'individu se construit comme l'opposant. Et en particulier les garçons, plus je suis puni, plus je suis un mec. Bon, on le sait. Hein. Mais bon, ces voies, donc, qui sont des voies qui ne doivent être que, comment dirais-je, presque au coups humains, en fonction d'une approche du terrain sur sa réalité, tient aussi à ne pas enfermer le climat scolaire dans l'établissement. Le climat scolaire, c'est aussi une affaire de l'extérieur, c'est-à-dire des parents, c'est-à-dire de la manière dont une école fait sens dans un quartier. Moi, j'ai une phrase qui résume ça. Hein, très souvent, c'est un article que j'avais publié il y a longtemps d'ailleurs, c'est est-ce qu'on veut une école du quartier ou une école dans le quartier? Est-ce qu'on veut que les communautés nous aident ou que les communautés nous nuisent ou qu'on nuise aux communautés? Par exemple, si vous avez, c'est nécessaire, une clôture de l'établissement scolaire, il faut que cette clôture soit comprise et que, puisque c'est fermé, ça puisse être ouvert, et ouvert en particulier aux parents, qui ne sont pas, comment dirais-je, souhaités dans la plupart des établissements, malheureusement. Bon. Après, comme vous le dites, le ministère, des choses possibles, oui, à condition que ces choses ne soient pas de la circularité.
à condition que ces choses ne soient pas du top-down, vous n'avez qu'à. Alors, bande de petits galopins, comment il est votre climat scolaire? À condition que ce soit une aide maximale, je dis bien maximale, donnée à la formation et à la formation de long terme. À condition que ce ne soit pas une aide qui soit uniquement idéologique par rapport à il n'y a que les matières fondamentales et tout le reste, ça n'a aucune importance. À condition qu'on fasse de la formation à la gestion de classe, etc. Vous voyez le nombre de conditions, le problème est énorme, énorme. Alors c'est vrai que bon, à la lecture de mon livre, certains lecteurs m'ont dit, ben, ça rend pas très optimiste. Non, ça rend combatif. C'est pas par hasard si je termine par donc par Camus, hein, et Sisyphe. C'est-à-dire que bon, ben oui, Sisyphe, il continue à se battre, et c'est peut-être ça la mission humaine. Et puis bon, après tout, je sais aussi qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit que ça les avait bien fait rigoler. Donc, alors je cite encore Camus, ça sera la dernière phrase. Il faut imaginer Sisyphe heureux.